L'aspect un peu irresponsable parfois des réseaux sociaux, ils sont totalement les réseaux sociaux, mais certains médias qui se servent de n'importe quel événement pour faire une espèce de battage extraordinaire à leur profit juste, enfin, intérieur. Donc, je ne sais pas, moi je me dis, moi aussi en tant que responsable de presse, je me dis que tout n'est pas intéressant à raconter, des tas de trucs comme ça, de monter en épingle, de faire comme ça ne sert vraiment pas j'allais dire, édifier, mais même à aider à la vie quotidienne, quoi. Tu vois, ça attise la haine, le ressentiment, des mauvaises pensées, enfin, c'est clair. Mhm. Donc, je Mhm. me demande, moi, s'il faut tout raconter, franchement, parfois. Est-ce que Ouais, c'est utile, ça? ouais, je comprends ton hésitation, Jean-Luc. Alors, sur le plan journalistique, c'est sûr qu'il y a un fait, il y a un fait, il y a une information là. Oui, Donc, je peux mais tu comprendre que vois, des journalistes. quelle est la réalité de cette Ouais, information? c'est On n'en ça, sait rien. ça la difficulté en fait, c'est comment est-ce que cette information va être reçue. Et je pense que c'est là qu'on est renvoyé chacun d'entre nous en tant que citoyen à nos propres réactions, c'est-à-dire est-ce qu'on veut répondre avec haine, hargne et accusation en pointant l'autre du doigt, ou est-ce qu'on veut réfléchir de façon plus profonde en s'interrogeant sur soi-même et en apportant dans le débat public quelque chose qui est productif et non Ouais. pas juste destructeur. En même Ouais, temps, parce que on l'a tous lu, vous l'avez tous lu, cette nouvelle-là, ou écoutée, tu sais, à quelque part. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une discussion super intéressante aussi à avoir avec toi, Jean-Luc, vu ta position particulière en tant que chef de presse, mais à quelque part, il y a comme un système économique, il y a comme une structure dans la manière qu'on reçoit l'information, sur qu'est-ce qu'on clique nous-mêmes. Je veux dire, des fois, je clique puis je lis des articles, je me dis, mais pourquoi je lis ça? Tu sais? c'est Mais ça. simplement parce que les rédacteurs ont hacké mon cerveau parce qu'ils savent que, bon, ben, dans le fond, le public, euh, euh, s'il y a quelque chose de curieux, ben, on va vouloir cliquer. S'il y a quelque chose d'enrageant, on va vouloir cliquer. S'il y a quelque chose d'apeurant, on va vouloir cliquer. Puis à quelque part, il y a comme une force, ce que tu dis, ben, même si ce n'est pas moi en tant que chef de presse ou ma revue qui allons traiter de ce sujet-là, à quelque part, quelqu'un va le faire. Mm. Puis, en tout cas, pour moi, il y a comme un ensemble de dilemmes. Je pense sur Internet, ou un des, ce que plusieurs penseurs ont évoqué dans les dernières années, je pense à Nicolas Taleb au niveau de les power distribution, les distributions de puissance. Une des choses que Internet a révélé ou a rendu possible, c'est de permettre justement des médias spécialisés ou des espaces spécialisés. C'est-à-dire, je pense qu'on en a déjà parlé, je ne sais pas ici, mais par exemple, si on va sur Spotify, ben, les 100 chansons les plus téléchargées, ils sont téléchargés des centaines de millions de fois. Mais si tu prends le total des 100 premières chansons, puis le total des 10 000 suivantes, ben, il y a plus, je veux dire, le marché pour l'ensemble des petits marchés spécialisés, comme la musique baroque, le jazz, l'acid jazz, quoi que ce soit, est quand même plus grand que celui de la pop. Puis je pense que pour les médias, il y a comme un genre de tension difficile à faire, de dire, est-ce que moi, je vais rester dans mon créneau, puis pas traiter de sujets qui pourraient m'amener des centaines de milliers de clics parce que je veux garder cette crédibilité-là auprès de mon auditoire, je veux garder, je veux vraiment garder la qualité de mon information, le sujet de mon information, ou je vais aller vers ben, ce qui est quand même mesurable, ce qui amène des clics, ce qui génère de C'est vrai, l'attention. c'est vrai. Comment on prend cette décision-là? Est-ce qu'on le fait consciemment? Oui. Est-ce qu'on le fait inconsciemment? Pour moi, je me dis, ça doit être difficile quand même à cette époque-ci. Mais Euh, il y a une réflexion éthique qui est indispensable derrière, en Ouais. fait, hein. C'est de se dire, est-ce que, bah, tu mentionnais la colère, l'enragement, etc. Bah, tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler des bas instincts, hein. Ça fait partie de la L'ensauvagement. part, oui, ça fait partie de la part d'ombre qu'a tout être humain Bien en sûr, c'est soi. marqué. Et donc, le questionnement éthique, c'est de se dire, est-ce que je vais exploiter ça pour véhiculer l'information, pour que mon média accumule de la notoriété et aussi
simplement, je pense qu'il y a aussi la motivation peut-être même égotique des journalistes de se dire qu'ils rédigent un papier que des centaines de millions de C'est personnes vrai, bien sûr. vont lire et voir. Et donc, il y a un questionnement éthique de se dire, alors ça s'applique au journalisme, mais ça s'applique aussi à chacun d'entre nous. On est tous capables, maintenant avec les médias sociaux, on est tous des journalistes en puissance, on est tous des personnes Des qui médias, pouvons des médias en puissance, et on peut tous dire quelque chose qui va choquer, qui va émouvoir au prix de la vérité, au prix des valeurs nobles. Et donc, il y a ce questionnement qu'il faut véritablement se faire, qui est de dire, est-ce que je vais flatter la part d'ombre qui est en moi et qui est dans ceux de mes concitoyens, ou est-ce que je vais avoir une réflexion qui est plus mature? Et je pense que particulièrement en tant que chrétien, en tant que protestant, on a cette invitation à se re-questionner de façon constante. Hein. Je appelle de nouveau à cette parabole qui est connue, hein, de Jésus, qu'il faut regarder l'apôtre dans son propre œil avant de voir la paille dans celle de l'autre, et donc s'examiner soi-même. C'est une phrase qui revient notamment à l'Eucharistie, la Sainte Seine. Il faut s'examiner soi-même. Et ça, je pense, c'est vraiment une discipline spirituelle qui est extrêmement saine, et qui, là, pour le coup, trouve une application directe dans notre présence en ligne ou dans notre profession en tant qu'influenceur dans nos propres secteurs. Ce qui est difficile aussi, moi souvent je me mets cette parole de Paul dans la tête quand il dit qu'il faut que ces choses-là ne soient même pas mentionnées parmi vous. Les choses horribles, par exemple, c'est le débat qu'on a eu autour des histoires de pédophilie dans l'Église. Bon, évidemment, il faut le dénoncer, c'est une horreur, mais il y a une manière de le dire, de le dénoncer, de dire voilà, c'est pas acceptable, c'est épouvantable, c'est le contraire du message évangélique et du message d'amour du Christ, mais en même temps, on peut aussi le décrire de manière complaisante, tu vois. On peut aussi s'appuyer là-dessus pour faire du spectacle, pour faire du buzz, pour faire des clics. Et il y a vraiment, là, il y a une sensibilité, c'est à la fois une sensibilité, je dirais, mais moi, je pense que c'est un débat spirituel, quoi. Oui. Vraiment décrire le mal en toute sa splendeur, son horreur, plutôt, sa force, c'est pas franchement utile. Ouais. Je me dis ça, mais c'est difficile, surtout en journalistique. Parce qu'effectivement, est-ce qu'il est quand même essentiel de dire la vérité, de dire ce qui est, de ne pas cacher les faits. Mais entre cacher les faits et les décrire tellement, de manière tellement détaillée qu'on en devient complaisant, il y a une marge, quoi. Ouais. Et on est souvent confronté à ça, quoi. Est-ce que franchement tout est utile, quoi? Cette parole-là, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui nous édifie? Moi, je suis plutôt dans cette optique-là. Je me dis, qu'est-ce qui peut édifier, qu'est-ce qui peut aujourd'hui nous construire, nous donner un peu d'envie de continuer, nous donner envie d'espérer, d'aller de l'avant, plutôt que, tu vois, de rappeler sans arrêt les horreurs, les scandales, les problèmes. Mais en même temps, on ne fait pas beaucoup de buzz avec ça. On est plutôt dans une niche, comme disait tout à l'heure. C'est un choix. Ouais. Et moi, ça me paraît un choix éthique que je lis à l'Évangile, quand même. Oui, c'est très bien dit. Oui, puis l'Évangile, c'est aussi, je pense, l'approche de Jésus, c'est s'engager avec 12 disciples ou 70 personnes, puis fuir les foules en même temps. Il y a cette tension-là entre le message de Jésus qui attirait les foules, ou les raisons pour lesquelles les foules allaient vers Jésus, puis Jésus qui savait fuir ces foules-là, qui savait, même dans Jean, on dirait à plusieurs reprises, les disciples qui, eux sont comme, hey Jésus, on a vraiment eu plein de clics sur notre page cette semaine, c'est populaire, vraiment, l'auditoire a augmenté de 1000% depuis le mois dernier, la nouvelle campagne en Galilée a beaucoup plus de succès, puis Jésus qui va faire des discours. On voit dans Jean où tout le monde s'en va, même les disciples. Jésus va leur dire quoi, vous ne partez pas, vous non plus. Non, tu as les paroles de vérité. À quelque part, il y a cette tension-là dans l'espace médiatique aujourd'hui, dans le sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas édifiantes, mais qui sont curieuses. Mais que comme lecteur, après avoir... Moi, des fois, je lutte avec Twitter comme espace médiatique, parce qu'à quelque part, tu as vraiment des gens super intéressants là-dessus. Tu as des spécialistes, tu peux lire des articles extrêmement pointus, mais en même temps, les algorithmes puis
puis nos algorithmes intérieurs font que ben, c'est tout le temps ce qui est outrancier, ce qui est choquant, qui prend de la place. Puis quand tu essaies d'avoir une conversation sensée, rationnelle, qui va en profondeur, ben, c'est impossible. Mais quelque part, je pense qu'on doit prendre l'exemple de Jésus et dire, bon, ben, peut-être que c'est mieux de communiquer moins, mais plus intensément avec un groupe de gens qu'on choisit, avec qui on rentre en relation, que de chercher de voir comme quelque chose à atteindre la notoriété publique ou le plus grand nombre de clics ou de vues ou de lecteurs possible. Mais c'est juste que le modèle économique te pousse toujours vers le grand auditoire parce que, bon, 12 disciples, tu ne te fais pas une revue avec ça. Mais j'ai discuté avec un théologien tout à l'heure hollandais, là, et c'est une autre discussion. Hein. Il faudrait y revenir. Il m'expliquait en fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire croire dans une société qui est complètement aux prises avec l'irrationnel. Et c'est vrai, aujourd'hui, tu parlais de rationalité, c'est pour ça qu'il m'a fait penser. C'est qu'on n'a pas beaucoup de rationalité dans tous les réseaux sociaux, à part quelques exemples de gens très fondés, très sérieux. On est aux prises avec de l'irrationalité, du complotisme, des délires dans tous les sens. Et qu'est-ce que ça veut dire croire? Qu'est-ce que notre christianisme, comment on le porte aujourd'hui? Avec des choses qui sont malgré tout pas toujours très rationnelles par rapport à un esprit très cartésien. Comment croire? Comment définir notre croire dans un monde où on croit n'importe quoi, où le croire est partout et la rationalité est en train de disparaître du champ médiatique. Ça, c'est une vraie question théologique, mais on la garde pour une prochaine fois. On la garde pour une prochaine fois.